projet GBG, il est né en région PACA. Le GRVS a réalisé un essai pilote dans les Alpes-Maritimes entre 2015 et 2017, en partenariat avec la Direction des services départementaux de l'éducation nationale, la DSDEN 06, et puis l'American Institute for Research qui a supervisé l'essai pilote et nous a assuré un transfert de compétences. Parce que ce Good Behavior Game, qu'on traduit en français par le jeu du comportement adapté, c'est effectivement à l'origine un programme américain de prévention universelle qui est destiné aux enfants âgés de 6 à 11 ans. Et c'est un programme qui est repéré pour sa capacité à réduire les risques psychosociaux et sanitaires sur la longue durée. En ce qui concerne la région PACA en particulier, depuis que nous avons débuté ce partenariat GRVS CODES 83, nous avons poursuivi le déploiement du programme en partenariat avec les services départementaux de l'éducation nationale de nos départements respectifs, donc dans l'Académie de Nice, puisqu'elle est constituée par ces deux départements. Et nous avons formé une nouvelle cohorte d'enseignants chaque année, enseignants qui exercent à Nice, à Toulon, dans les quartiers prioritaires pour la politique de la ville, mais aussi dans les villes de Valbonne, de Vallauris, d'Antibes, de Cannes et de la Seine-sur-Mer. Alors, moi, je vous propose de vous dire quelques mots sur les données probantes internationales qui nous ont conduits au départ à vouloir expérimenter ce programme GBG en France. Nina prendra la parole ensuite pour vous décrire les grandes lignes du programme, vous brossera ces grandes lignes. Je vous donnerai quelques résultats d'évaluation. Nina, tu feras aussi un petit focus sur des éléments pertinents qui permettent de valoriser GBG par rapport aux connaissances de la psychologie développementale. Et pour terminer, je vous livrerai quelques perspectives de développement que nous souhaiterions mettre en œuvre, et notamment toujours dans le cadre de ce partenariat en région PACA. Donc, j'arrive maintenant sur la diapo 2. C'est bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce programme GBG avant de se lancer concrètement dans sa mise en œuvre ? En dehors du fait, comme je vous le disais, qu'il s'agit d'un programme de prévention universelle des risques psychosociaux et sanitaires qui est basé sur des données probantes en santé publique. Alors, le programme GBG, c'est un programme de renforcement des compétences psychosociales qui est destiné aux élèves de l'école élémentaire, du CP au CM2. Ces séances GBG, elles sont présentées aux enfants sous forme de jeux qui favorisent l'autonomie, la coopération, le respect des autres, la solidarité, et j'en passe, mais aussi la verbalisation des émotions et des argumentaires, par exemple. Ce programme, il a la particularité d'être mis en œuvre par les enseignants eux-mêmes qui sont formés à la pratique du GBG tout au long d'une année scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des journées de formation en regroupement, mais l'essentiel de la formation des enseignants consiste en un suivi en classe qui, pour chaque enseignant, se déroule tous les 15 jours. Alors, sur la diapo 3, vous avez un tableau qui rend compte de la cohorte de Baltimore. Et cette cohorte, elle est emblématique au sein des résultats qui ont été publiés dans la littérature internationale parce qu'en fait, c'est le point de départ du déploiement du programme au niveau mondial. Cette cohorte, elle comprend 1196 enfants qui étaient scolarisés dans les quartiers pauvres de Baltimore en CP-CE1 pendant l'année scolaire 85-86. Et ils ont été suivis par l'équipe scientifique de l'université Johns Hopkins, que tout le monde connaît bien désormais, à plusieurs temps de leur scolarité et jusqu'au début de l'âge adulte, à un moment où ils sont âgés de 19 à 21 ans. Vous pouvez voir sur la première ligne du tableau que les tentatives de suicide et les pensées suicidaires sont réduites par 2, chez les garçons comme chez les filles, qui ont pratiqué GBG dans leur enfance. On voit aussi les troubles de la personnalité antisociale qui sont réduits d'1 tiers, et même de moitié dans le sous-groupe considéré à risque, qui est constitué par les garçons qui étaient identifiés par leurs enseignants comme agressifs et perturbateurs quand ils étaient en CP. Puis vous noterez également des résultats convergents sur les lignes suivantes, et notamment l'impact de GBG sur la délinquance et sur les addictions. Alors la diapo 4.
Depuis cette étude à Baltimore, elle y est, la diapo 4, c'est bon? Oui. Ouais, depuis cette étude qui a été publiée sur Baltimore, il y a eu une multiplication des expériences Good Behavior Game dans le monde, en Europe. Aujourd'hui, dans la seule base de données Medline, on recense plus de 500 articles qui concernent l'évaluation du programme GBG. Le Washington State Institute for Public Policy, en novembre 2019, a publié une étude d'impact économique sur la base d'une méta-analyse de cette littérature internationale. Ils ont conclu que $1 investi aujourd'hui dans le programme GBG, ça permet d'économiser $66 à terme. Et ça correspond à une économie de plus de $10 000 par bénéficiaire du programme. Alors cette étude, elle est pointue, elle précise que les chances d'obtenir ce ratio exceptionnel que je viens de vous livrer sont de 76%. Alors, c'est un ratio élevé, mais c'est un ratio qui nous alerte tout de même sur la nécessité d'être vigilant sur un certain nombre de points si on veut assurer l'efficacité du programme sur le terrain. Parce qu'on voit avec la multiplication des expérimentations que les effets peuvent être soit très efficaces, soit modérés. Et la différence de résultat vient de la qualité de l'implantation, c'est-à-dire l'importance de la fidélité aux éléments clés du programme. Et dans notre travail en France, c'est là-dessus qu'on porte une attention très particulière. Je vais laisser Nina vous décrire un petit peu les éléments clés du programme. Oui, merci Catherine. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle du Good Behavior Game et qu'est-ce qu'on découvre? Il s'agit d'un jeu qui est destiné à renforcer les compétences psychosociales des enfants, donc du CP au CM2. Mais en fait, notre travail, c'est de former, d'accompagner des enseignants sur les éléments clés, puisque ce sont eux qui sont auprès des élèves toute la journée et qu'on sait que au plus ça va être mis en œuvre et réutilisé, et au plus ça va avoir de l'impact. Donc, il s'agit en réalité d'une stratégie de gestion du comportement en classe qui va se baser plus particulièrement sur l'observation active des élèves et le recueil des données observées. Donc l'objectif principal et ce qu'on va observer de prime abord quand les enseignants pratiquent le GBG, c'est déstabiliser les enfants dans leur rôle d'élève, mais également apaiser le climat scolaire. Donc, au quotidien, les élèves et les enseignants qui utilisent le GBG vont créer un environnement positif au sein de la classe. Ils vont avoir recours à des stratégies comme la pédagogie explicite qui va permettre aux élèves de travailler sur tout ce qui est compétences de négociation, tout ce qui est compétences dites cognitives si on reprend les compétences psychosociales, mais également sur la gestion des émotions et le travail en groupe. Donc, les séances GBG ne sont pas un apport en plus sur le programme que les enseignants doivent, déjà très lourd, que les enseignants doivent mettre en place dans les classes. C'est un outil qui est intégratif, c'est-à-dire qu'au lieu de faire leurs séances de maths, de français, de géographie classiquement, ces séances vont prendre la forme d'un jeu GBG. Et en ce sens, ça ne va pas demander de temps en plus, ni pour l'enseignant, ni pour les élèves. Je passe à la diapo suivante. Catherine vient d'évoquer donc les 4 éléments clés qui sont le socle, les pivots du programme et qu'il est très très important de respecter scrupuleusement pour avoir les effets escomptés. Je vais vous en dire 2 mots maintenant. Il faut faire du GBG. Il est nécessaire de mettre en place des activités GBG de manière pluri-hebdomadaire pour observer les effets que Catherine vous a montrés précédemment. Les 4 éléments clés sont les suivants. Le premier, il s'agit des règles de la classe que vous pouvez voir sur le diapo, qui sont un petit peu petites, mais que je vais vous lire. Les 4 règles de la classe sont « Nous devons travailler dans le calme, nous devons respecter les autres, nous ne devons pas nous lever sans permission et nous devons suivre les consignes. » Alors, ce sont des règles de classe GBG, mais ce sont aussi des règles de vie et pendant les séances GBG deviennent les règles du jeu. L'idée, c'est de respecter ces règles pour gagner le jeu GBG, puisqu'on parle bien d'un jeu. Contrairement aux règles qui vont être situationnelles et qu'on met en classe dans les lieux scolaires, et dont la liste est souvent très très longue, quand on va dans les classes, on voit tout un ensemble de règles de classe.
Les règles de GBG, en fait, sont toujours les mêmes. Elles sont 4 parce qu'elles sont transposables et généralisables. L'idée, c'est qu'elles s'adaptent à tous les lieux, à tous les contextes et dans toutes les situations. On va juste les contextualiser en fonction de l'activité ou de la situation. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire travailler dans le calme quand on fait une leçon de géographie? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans le couloir? Comment peut-on respecter les autres quand on fait un problème de maths ou bien quand on répond à une question en français? Donc, les règles sont enseignées grâce à la pédagogie explicite pour apprendre à les élèves à les mettre en compte. L'idée de leur faire verbaliser des contre-exemples concrets et aussi leur faire mimer les comportements qui sont attendus dans le but de les faire gagner. L'idée, c'est qu'ils internent, qu'ils modélisent des comportements prosociaux. Avant chaque séance, l'enseignant donc va demander à ses enfants d'illustrer les comportements attendus pour respecter les règles au regard de l'activité particulière qui sera réalisée en GBG. Voilà pour les 4 règles de la classe. En ce qui concerne le deuxième élément clé, donc l'appartenance à l'équipe, les jeux GBG sont des jeux qui se jouent toujours en équipe. L'idée, c'est de favoriser tout ce qui est collaboration et coopération. Et nous encourageons les enseignants à changer en cours d'année très, très régulièrement les équipes et qui doivent être constituées de manière hétérogène en fonction des compétences scolaires, mais aussi des comportements et du genre des élèves, afin que chacun puisse apprendre à travailler avec chacun et tirer profit comment dirais-je, des atouts, des habiletés des uns et des autres. Le troisième élément clé, c'est l'observation active du comportement. Donc, pendant les séances GBG, l'enseignant est un petit peu décentré de son rôle d'enseignant dit classique. L'idée, c'est qu'il recueille les données que le respect des 4 règles et sur le respect des 4 règles et sur les interactions dans le groupe. En fait, l'objectif pour l'enseignant, c'est de se placer en observateur dit actif et de noter ce qui fonctionne, ce qui va bien, en fait, durant les séances pour pouvoir porter son attention là-dessus et permettre à ses élèves de réinvestir toutes les stratégies qui sont efficaces pour gagner et être opérationnels. Le 4e élément clé, c'est la pédagogie du renforcement positif, donc un système d'encouragement pour mieux internaliser les comportements que nous souhaitons voir se reproduire. Donc l'idée, c'est de valoriser systématiquement tous les comportements positifs observés durant les jeux, de les formaliser, les symboliser par des rituels de félicitations et un système à économie de jetons, et surtout de faire une présentation présentive de modèles de comportement attendus, ce qui permet de limiter les interventions correctives de l'autre côté. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire là-dessus. Je te repasse à vous, Catherine. Oui, donc la diapo 7. C'est bon. Ouais, je vais juste vous livrer quelques petits éléments d'évaluation. Alors, sur le terrain, en région PACA, on a pu constater chaque année, depuis qu'on travaille avec le CODES, la pacification du climat scolaire. Et là, sur l'écran, vous avez un graphique. C'est un exemple à partir des données que nous avons recueillies l'année dernière, en 2019-2020, dans les écoles des Alpes-Maritimes et du Var, dans lesquelles il y avait une première année d'implantation, c'est-à-dire une formation en cours. Alors, vous voyez qu'on s'appuie quand même sur 1394 rapports de séance sur ce graphique, malgré une année qui a été très écourtée par le confinement. Alors, les outils GBG vont nous permettre, pour chaque séance GBG qui se déroule entre un enseignant et sa classe, de recenser les comportements perturbateurs pendant les séances GBG, c'est-à-dire le non-respect des 4 règles que Nina vous a expliquées, mais aussi de disposer d'une mesure comparable pendant le temps scolaire classique, quand il n'y a pas l'enjeu de la victoire. Dans le GBG, on appelle ça des jeux secrets, c'est-à-dire que les enseignants vont consigner les infractions aux règles comme lors d'une séance GBG, mais les enfants ne sont pas au courant. Alors, ce que vous voyez sur le graphique, vous constatez que le nombre moyen de comportements perturbateurs est bas tout au long de l'année pendant les séances GBG. Et cela, ce sont déjà des conditions propices aux apprentissages
plusieurs fois par semaine à chaque fois qu'une séance GBG est en cours. Mais grâce à la mesure effectuée par les jeux secrets, on constate avec l'autre ligne que le nombre moyen de comportements perturbateurs se réduit également au fil de l'année pendant le temps scolaire classique, en dehors du GBG, ce qui montre que les enfants apprennent bien à généraliser les comportements sociaux qu'ils ont pu expérimenter pendant les séances. Brièvement, sur la diapo 8, un retour des cadres de l'éducation nationale et des enseignants qui se sont investis à nos côtés dans le déploiement de GBG. Ils nous rapportent les progrès chez leurs élèves, notamment une plus grande confiance en soi, plus de respect des autres, une meilleure concentration, plus d'autonomie, de la coopération, de la solidarité. Mais ils insistent aussi sur une meilleure faculté à résoudre des problèmes et à trouver des solutions collectivement négociées. Et puis, une plus grande efficacité dans la verbalisation des émotions et la verbalisation des argumentaires. Sur la diapo 9, je voulais insister aussi sur le fait que nos partenaires de l'éducation nationale mettent l'accent sur l'impact bénéfique du GBG sur les gestes professionnels des enseignants en matière de gestion de classe. Ils insistent notamment sur une mise en œuvre facilitée du travail de groupe, qui est donc mis en œuvre de façon beaucoup plus fréquente, une mise en œuvre facilitée de la pédagogie bienveillante, et puis ils insistent sur l'intérêt de cette méthode pour prendre du recul en se mettant en situation d'observation, et sur l'intérêt de la méthode pour aider les enseignants à transmettre des consignes plus efficaces et donc plus facilement suivies. Nina, tu voulais faire quelques liens entre le GBG et la psychologie développementale? Évidemment, j'ai quand même fait une petite transcription parce que c'est quand même ma formation initiale, donc j'ai pas pu m'empêcher de faire des liens entre ce qu'on sait en psychologie du développement et finalement l'impact que peut avoir le programme GBG sur les élèves. Donc, ce qu'on sait en psychologie du développement, c'est que finalement c'est la prédictibilité des patterns d'adaptation. Donc, ce qu'on sait, on essaie de comprendre les origines des comportements à risque qu'on observe à l'âge adulte en regardant ce qui se passe pendant l'enfance. Ça a déjà été beaucoup explicité en début de matinée. Donc, on évoque aussi la nature transactionnelle du processus de développement. En psychologie du développement, on considère qu'en fait, on est constitué de multiples facettes et que toutes ces facettes interagissent les unes avec les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le GBG? Qu'est-ce qu'on renforce et comment ça influence positivement? Comment GBG finalement intervient comme un facteur de protection contre le développement des conduites à risque, puisque, comme Catherine l'a présenté, les résultats sont quand même assez éloquents. Donc, je vais faire un focus rapide sur deux notions. Je vais vous présenter les facteurs de risque et de protection et le développement de scripts pour essayer de comprendre comment GBG influence positivement les comportements psychosociaux des élèves. Donc, en ce qui concerne les facteurs de risque et de protection, vous le voyez, là, il y a différents contextes, le contexte intrapersonnel, interpersonnel et social. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, ce qui fait figure de facteur de protection contre le développement de conduite à risque, alors on parle bien de facteurs de risque et de protection, c'est-à-dire que ce n'est pas une vision déterministe, mais en tout cas, ce sont des facteurs qui peuvent jouer. C'est le modèle d'adulte compétent, la supervision environnante et les feedbacks positifs, contingents et réguliers, ainsi que les relations positives. Et effectivement, quand dans l'environnement de l'enfant, qui passe quand même un certain nombre d'heures en classe, on pratique le GBG, on est face tout à fait à ce type de comportement, puisque les enseignants GBG, en mettant en œuvre la pédagogie explicite et le renforcement positif, vont tout à fait superviser de manière positive, bienveillante, faire des feedbacks positifs à leurs élèves et ainsi créer des relations positives, notamment entre le groupe classe et eux, mais également au sein du groupe classe entre les élèves entre eux. Et ça, on l'observe très très bien quand on est sur le terrain, c'est-à-dire qu'en début d'année, des élèves qui auraient tendance à ne pas se regarder ou alors se dire des choses
plutôt antisocial, en fin d'année, arrivent à se féliciter les uns les autres et à trouver du positif dans toutes les situations, y compris lorsque, dans les jeux GBG, ça se passe moins bien. Du coup, la mise en place de programmes tels que le GBG va influencer de manière positive l'environnement et de fait va agir comme facteur de protection. De la même façon, en réalité, tout ce qui est travail de métacognition et de verbalisation des émotions, etc., et tout ce qui est travail positif va aussi agir au niveau intrapersonnel. Alors ça, c'est pas fait de manière directe, mais finalement, l'enseignant, en valorisant les comportements positifs, en mettant l'accent sur tout ce qui est les stratégies utilisées, les compétences de négociation, va aussi influencer de manière positive le contexte intrapersonnel et jouer également comme facteur de protection auprès des élèves. De la même façon, au niveau social, ce qui se passe, c'est qu'en favorisant les relations positives, l'enseignant va guider les élèves à observer comment interagir et comment tirer bénéfice des différentes compétences de ses camarades, même si ce sont des camarades avec lesquels il ne s'entend pas forcément. Et cela va permettre pour le futur de savoir mieux orienter son réseau de pairs, c'est-à-dire de pouvoir mieux analyser les comportements des camarades et des gens qui nous entourent pour pouvoir tirer profit de manière positive et peut-être se détourner de ce qui s'avère être moins bon pour nous. Voilà pour ce tableau. Et le deuxième aspect sur lequel j'attire votre attention, c'est la formation de script qui en fait est opérante durant le jeu GBG puisque c'est ce que font les enseignants tout au long de l'année. Alors la formation de script, à la base on parle de ça en psychologie du développement dans tout ce qui est processus de catégorisation et ça vaut également au niveau social. Donc l'idée c'est de faire du lien, des rapports de causalité entre les événements. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité quand on fait du GBG? Quand on fait du GBG, on enrichit systématiquement un script de comportements attendus prosociaux. Et c'est exactement ce qui se passe déjà dans la toute petite enfance, c'est-à-dire que la mère, en prodiguant des soins qui sont répétés, qui sont toujours les mêmes et va pouvoir créer un environnement sécurisant auprès de l'enfant. Et c'est exactement ce qui va se passer ensuite dans les autres sphères dans lesquelles évolue l'enfant. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que pour nous, il y a une notion de transférabilité, c'est-à-dire que si à l'école, on a compris que tel script était fonctionnel, on va avoir plus de facilité à le retranscrire. Je donne un exemple pour illustrer ma pensée. Si vous savez comment vous comporter en entrant dans la boulangerie pour commander que la boulangère vous fait un retour positif et que ça se passe bien, il y a de fortes chances que vous sachiez tout à fait vous adapter aussi quand vous allez commander un plat au restaurant, même si en ce moment, c'est plus le cas. Voilà. Donc, lors d'un GBG, l'événement va être répété dans le temps. Il va être encodé, traité et stocké d'une certaine façon et enrichi en fonction des expériences, c'est-à-dire que la règle du respect va prendre forme dans l'exercice de maths, puis dans l'exercice de français, puis du coup dans la cour, et l'élève va pouvoir récupérer systématiquement les informations pour les retransposer et faire des essais et voir ce qui se fonctionne et être donc le plus adéquat, le plus adapté possible à son environnement. Il va vous falloir conclure, merci. Je conclus donc. Donc, pour conclure, la mise en place du GBG intervient donc à différents niveaux lors du processus de développement de l'enfant. Elle prend en compte les différentes sphères des compétences psychosociales, donc intervient au niveau social avec le travail en groupe, au niveau cognitif avec tout ce qui est métacognition, verbalisation des argumentaires et émotionnels, et permet de modéliser et d'internaliser des comportements prosociaux qui sont favorables à la santé et qui agissent comme facteurs de protection. Je voudrais dire un mot avant de vous laisser la parole, car j'ai une petite conclusion à faire, moi aussi. Si tu peux mettre la diapo 14, ça y est. Je voudrais juste vous dire un mot sur les perspectives que nous voyons pour renforcer l'action du programme sur la prévention en santé mentale. Et d'abord, la question de la région PACA sur laquelle nous aurions besoin d'un soutien renforcé de l'ARS. On espère que le PTSM va pouvoir constituer une piste dans ce but. On voudrait vraiment consolider, pérenniser le déploiement du programme pour assurer son impact de prévention universelle, c'est-à-dire pour la région PACA, bien sûr, poursuivre le déploiement dans l'Académie de Nice, dans les Alpes-Maritimes par le GRDS,
dans le Var par le CODES 83, mais on souhaiterait vraiment mettre en place un nouveau projet partenarial qui permette de mutualiser les compétences du GRBS et du CODES 83 pour effectuer des transferts de compétences vers les autres départements de la région et qu'on puisse, sur les autres départements de la région, avoir des équipes qui sont susceptibles de déployer le programme avec les services de l'éducation nationale de leur département. Je voudrais juste citer le fait aussi que dans le cadre du déploiement hors de la région PACA, on a des axes expérimentaux en cours qui sont financés par le Fonds Addiction Nationale et qui vont profiter, qui vont bénéficier au déploiement en région PACA, notamment un travail avec les conseillers pédagogiques, les maîtres formateurs des INSPE et aussi un travail super intéressant sur l'école inclusive parce que toutes les données du terrain nous montrent que les enfants qui souffrent de handicap sont dans des conditions meilleures pour leurs apprentissages quand ils sont dans des classes GBG, qui sont mieux acceptées par les groupes classes. Et puis, il y a une piste de travail qui me tient à cœur, pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas encore commencé à travailler réellement, mais qui serait vraiment intéressante à creuser, c'est de travailler sur les opportunités que permet GBG, non pas en termes de prévention universelle, mais en termes de prévention ciblée. Et je pense que ce serait super intéressant de pouvoir travailler en concertation avec des équipes d'éducateurs spécialisés sur les possibilités d'adaptation du programme GBG dans des structures éducatives qui accueillent des enfants qui ont de gros facteurs de risque. Par exemple, les structures ASE d'aide sociale à l'enfant, où je pense que ce serait vraiment très, très intéressant, et même les ITEP, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. J'espère que pour tous ces axes, on va pouvoir travailler de concert avec le CODES, le GRBS, l'ARS PACA et d'autres structures de la région qui seraient prêtes à s'investir sur leur département. Je vous remercie de votre attention.